vous retrouve pour la traditionnelle foire aux questions de rentrée, puisque l'année dernière, cela faisait 1 an que j'étais auto-entrepreneuse à temps plein et donc youtubeuse littéraire, influenceuse littéraire à temps plein. L'année dernière, je vous avais donc fait une FAQ très complète sur toute mon activité que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir s'il y a des questions très pointues qui vous intéressent ou si vous voulez voir la version il y a 1 an avant de regarder cette version maintenant. On est sur une FAQ complète, on va commencer par tout ce qui concerne Booktube, la lecture, Bookstagram, mes projets, puis on va continuer avec mon métier, les difficultés, mon parcours, etc. Et enfin on terminera avec tout ce qui est plus personnel, même si je vais pas non plus vous raconter toute ma vie, mais voilà, vous allez comprendre au fur et à mesure où ça nous emmène tout ça. Première question, qu'est-ce qui a changé depuis ta précédente foire aux questions il y a 1 an? Eh bien écoutez, qu'est-ce qui a changé? Nous avons passé les 100 000 abonnés, il y a plein de nouveaux projets, il y a eu plein d'étapes un peu dans ma vie cette année dont je vais vous parler plus tard, mais il y a eu plein de choses qui ont changé, mais en même temps je ne suis pas tellement différente, le souffle des mots n'est pas différent non plus, je pense que je suis restée fidèle à moi-même cette année encore et vous allez le voir avec les autres questions. J'ai pas tellement changé d'avis sur mon activité, mon métier, l'auto-entrepreneuriat, tout ça. De futurs projets en cours, si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, lorsque vous verrez cette foire aux questions, d'ici quelques jours, vous allez apprendre mon plus gros projet de 2022, donc oui, il y a des futurs projets en cours, clairement, ainsi que le concours pour les 100 000 abonnés où il va y avoir beaucoup de livres à gagner. Ça aussi c'est un gros projet en cours. Pour ce concours d'ailleurs j'ai embauché une de mes meilleures amies qui s'appelle Mathilde Manceau et qui s'est lancée en auto-entrepreneuriat pour sa nouvelle entreprise M comme Mathilde à propos de la communication, les relations presse, l'événementiel. Donc je vous mets ces infos en barre d'infos si vous avez besoin de quelqu'un en freelance. N'hésitez pas à la contacter, elle est ouverte aux propositions. Mais d'abord elle travaille pour moi, hein, attendez hein. Non je rigole, vous pouvez bien sûr la contacter, mais du coup Mathilde je l'ai embauchée sur plusieurs missions de presse, d'organisation du concours 100 000 abonnés parce que je ne peux juste pas le faire toute seule. Et ça a changé parce qu'il y a 1 an je pouvais encore tout faire toute seule et là cette année je comprends que ce n'est juste plus possible. Après est-ce qu'il y a d'autres projets? Bah vous savez j'oublie moi, hein, je suis un peu nulle à ça, mais franchement oui, parce qu'il y a plein de concours, plein de chasses aux livres à venir, plein de collaborations, plein de chasses aux livres numériques aussi, donc vraiment beaucoup de choses en prévision pour cette rentrée 2022. Quand tu as commencé tes vidéos, pensais-tu avoir 100 000 abonnés un jour? Clairement pas. Vraiment, à l'époque où j'ai commencé les vidéos, les booktubers ils avaient genre 1000 abonnés, c'était la folie, donc 100 000 vraiment pas. C'est vraiment fou et en même temps je me dis si j'ai continué c'est bien parce qu'il y avait aussi cet objectif en ligne de mire, mais il y a 9 ans j'aurais jamais cru. Est-ce que tu aimes toujours autant la lecture qu'à tes débuts en freelance? Évidemment que oui. Vraiment je n'ai pas du tout changé d'avis sur la lecture. Enfin mon rapport à la lecture n'a pas tant changé que ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais j'aime toujours autant lire, si ce n'est plus. Est-ce que tu prévois d'aller au SLPJ, le salon du livre et de la presse jeunesse du Montreuil? Évidemment que je prévois d'y aller. D'ailleurs, bah non je peux pas le dire, mais j'ai trop hâte d'y aller, vraiment j'ai trop hâte. À quand la prochaine lecture commune? Et ben ça fait partie des projets, vous voyez j'en avais oublié un. Il y aura une lecture commune au mois d'octobre si je ne me trompe pas. Et les lectures communes ça se passe plutôt sur Instagram, Discord, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant de ce type de projet. Mais du coup il y en aura une, c'est prévu. Pour tout ce qui est chasse aux livres, vous avez des petites questions sur l'organisation. Est-ce qu'il y en aura une à Bruxelles, en Belgique? Alors les chasses aux livres pour l'instant je ne les fais qu'à Paris, tout simplement parce que déjà quand je fais une chasse aux livres à Paris, je ne dors pas très bien les jours d'avant, je suis extrêmement stressée le jour J, je suis extrêmement fatiguée à la fin et je suis à côté de chez moi. Donc imaginez si je la fais dans une autre ville, c'est vraiment compliqué à organiser, mais j'ai envie d'en faire ailleurs. C'est prévu, c'est juste que mon planning est tellement chargé que je ne l'ai pas fait pour l'instant. Et pour ce qui est de l'organisation, j'ai fait des vidéos sur mes chasses aux livres, sur comment ça s'organise, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse parce que je ne vais pas tout vous réexpliquer dans cette vidéo FAQ. Il y a beaucoup de vidéos qui ont des réponses à vos questions en réalité. Mais bon, une FAQ c'est aussi le but de tout regrouper. Où achètes-tu tes livres en général? Neufs, d'occasion? Est-ce que tu as des astuces pour acheter des livres pas chers? Alors oui, j'ai des réponses à ces questions. J'achète particulièrement mes livres neufs, sachant que je n'achète que peu de livres puisque vous le savez je reçois la plupart des livres de la part des maisons d'édition. Quand j'ai envie d'un livre je peux leur demander, ils vont me l'envoyer sans souci, il n'y a même pas de conditions, j'ai pas besoin de le lire sous un certain temps ou quoi. C'est l'avantage d'avoir beaucoup d'abonnés, d'avoir beaucoup d'audience, c'est que on ne me demande plus grand chose en
échange et si on me le demande souvent c'est rémunéré, donc c'est là que c'est différent. Mais du coup je n'achète que peu de livres, mais si j'en achète en librairie indépendante, déjà très important, ou alors j'en achète d'occasion quand les livres ne sont plus trouvables neufs ou quoi, sur Vinted, dans des librairies d'occasion. Il y a vraiment plein de possibilités, plein de sites d'occasion qui existent sur internet. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fais pour les étudiants qui ont peu de moyens. Si vous voulez avoir les livres à vous, vraiment Vinted, librairie d'occasion, à Paris il y a genre Book Off, Gilbert Joseph, mais même en France il y a Easy Cash, Cash Converter, Cash Express et tout. Il y a plein de livres pas chers, genre 1, 2, 3, 4, 5 euros. Vraiment, si vous avez envie de les avoir à vous, c'est la meilleure solution. Si vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les livres chez vous, mais allez en médiathèque, allez dans votre CDI de collège-lycée, allez dans votre bibliothèque universitaire de fac, allez dans la médiathèque de votre ville ou de la ville d'à côté. Il y a plein de médiathèques où il n'y a même pas besoin d'habiter dans la ville pour s'inscrire. Souvent c'est gratuit, j'ai fait une vidéo sur les médiathèques, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous montre comment s'est passée mon inscription en médiathèque, tout ce qu'on m'a demandé comme justificatif et tout. Et spoiler alerte, on ne vous demande presque rien. Moi la mienne est gratuite, mais quand c'est payant, c'est genre 10 € l'année. Franchement, si vous êtes étudiant, je pense que 10 € l'année avec un max de livres en illimité, même parfois des e-books, c'est très très rentable. On passe à une partie un peu plus lecture, centrée sur mes goûts littéraires, mes habitudes de lectrice, etc. Première question, comment choisis-tu tes lectures? Par recommandation, par recherche? Moi je suis complètement au feeling. Par exemple quand je reçois les programmes des maisons d'édition, je lis les résumés, si ça me tente je le demande, si ça me tente pas je ne le demande pas. C'est vraiment du pur feeling, mais beaucoup résumé et beaucoup recommandations aussi, parce qu'il est vrai que lorsque vous me conseillez sans cesse un même livre, je me dis bon là c'est que ce livre faut que je le lise et je me lance du coup. Donc les recommandations ça marche aussi. Est-ce qu'il t'arrive de tourner en rond avec la littérature young adulte? Pas du tout. Je trouve que c'est une des littératures les plus complètes, les plus riches, les plus variées. Après vous l'avez vu dans mes goûts littéraires, j'aime varier aussi moi-même au niveau de ce que je lis. Donc souvent je vais lire un roman young adulte plutôt dans l'action, puis un roman young adulte plutôt romance, puis un roman plutôt adulte, puis un roman young adulte plutôt science-fiction. Donc j'aime beaucoup varier mes lectures, mais vraiment ça tourne pas du tout en rond. Vraiment le genre du young adulte, meilleur genre au monde. Si tu pouvais oublier un livre pour pouvoir le redécouvrir, ce serait lequel? C'est très dur comme question. Très dur parce que il y a plein de possibilités. Moi le premier truc qui me vient c'est Harry Potter, parce que pour moi c'est tellement la saga avec laquelle j'ai grandi, c'est tellement magique Harry Potter que je me dis ça serait celle-ci. Mais en même temps je me dis est-ce qu'avec mon regard d'adulte j'aurais le même avis sur cette saga? Donc en vrai question très dure, parce que je pense que quand on grandit on n'a pas le même regard sur les choses et du coup il y a plein de livres que j'aimerais oublier pour les relire pour la première fois, mais j'aurais presque peur de pas autant les aimer du coup. Un genre littéraire que tu n'as pas l'habitude de lire mais que tu souhaiterais découvrir, je sais pas, peut-être tout ce qui est autobiographique et tout, parce que j'en lis pas beaucoup. Alors je sais déjà ce que c'est, mais j'en lis très peu et je pense que c'est très intéressant. Mais pour l'instant je suis pas spécialement ouverte à d'autres genres. La meuf est je suis très fermée moi, très dans mon petit coin. Non, ce que je veux dire c'est que pour l'instant j'ai pas spécialement besoin d'aller vers d'autres genres puisque je lis déjà énormément de genres variés. Je ne sais plus parler. Quelle sera ta prochaine lecture? Je n'en sais rien, honnêtement. Il me reste 2 livres dans ma pile à lire d'été. Or l'été se finit bientôt. Donc pourquoi pas un de ces 2 livres? Comme ça ma pile à lire d'été pourrait potentiellement être terminée. Ça serait un miracle. Je suis pas sûre mais ça se pourrait, en vrai ça se pourrait. Mais moi je suis pareil, je suis au feeling, donc quand j'aurai fini ma lecture en cours, que je traîne un peu en ce moment, je saurai quel est le livre que je veux lire ensuite. Mais je peux pas savoir maintenant. Des fois je sais parce que j'ai des livres qui me font trop envie, mais là comme ça j'ai trop de livres qui me font trop envie. Est-ce qu'il y a un livre de la rentrée littéraire que tu attends avec impatience? Oui, le nouveau Clémentine Beauvais. En fait je suis censée le recevoir bientôt mais je ne l'ai pas encore reçu et j'ai trop hâte. Vraiment, je pense que c'est celui qui me donne le plus envie parce que Clémentine Beauvais, cœur. Quels sont les auteurs à qui tu fais confiance les yeux fermés? Bah Clémentine Beauvais du coup. J'allais vous dire il y en a plein, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, il y a plein d'auteurs que j'adore mais où j'ai pas adoré forcément tous les livres. Je pense que Clémentine Beauvais, confiance les yeux fermés, vraiment. Séverine Vidal, pareil. Sabrina Ben Salah, pareil. Kat Clark, pareil, même si petite déception sur les derniers. D'ailleurs, quand est-ce qu'elle sort un nouveau livre? J'attends. Manon Fargeton, je commence à lui faire confiance les yeux fermés, donc j'ai hâte de lire d'autres livres d'elle. Anne-Laure Bondou, pareil, confiance les yeux fermés. Je vais dire Marion Brunet aussi, évidemment, et Sarah Crossan. Et en vrai, c'est tout, je pense, pas plus que ça, parce que faire confiance les yeux fermés, c'est vraiment se dire chaque livre que je vais lire de cet auteur ou cette autrice sera parfait. Or, voilà ma sélection. Quelles sont tes maisons d'édition préférées? Je ne répondrai pas à cette question parce que j'ai pas de maison d'édition préférée, j'ai vraiment des maisons d'édition avec lesquelles j'ai un affect particulier, enfin une relation particulière, mais en fait ça dépend de plein de choses, c'est pas que les livres, c'est pas que les auteurs et autrices qui y sont, c'est pas que les couvertures, c'est pas que le relationnel que j'ai avec, c'est un tout. Parce qu'il y a des maisons d'édition où je suis super proche de la personne avec qui je discute, qui m'envoie les SP et tout, et du coup tout de suite ça me donne ce petit
cette petite touche d'amour en plus, mais leurs livres je suis pas forcément fan de tous, enfin vous voyez. Et pareil il y a d'autres maisons, j'adore leurs livres mais je suis pas très proche de la personne qui gère ces livres là, donc j'ai pas de maison d'édition préférée, mais vous le voyez je pense, il y a quand même des maisons d'édition qui reviennent beaucoup dans mes vidéos et tout, et en l'occurrence ce sont des maisons d'édition qui me font confiance depuis des années, et ça évidemment ça compte beaucoup. Mais de toute façon vous le verrez dans le concours 100 000 abonnés, il y a plein de maisons d'édition. Est-ce que tes lectures sont influencées par les saisons, et est-ce que tu as un temps, une saison idéale pour lire un bon livre? Deux questions qui se ressemblent un petit peu, même si ce n'est pas la même chose. Mes lectures sont influencées par les saisons, oui évidemment. À Noël je vais plus avoir tendance à vouloir lire des trucs de Noël, des romances, à Halloween des trucs qui font un peu peur, en été des trucs plutôt légers, plutôt lumineux, mais ça veut pas tout dire. Des fois c'est vraiment au feeling comme je vous le disais. Par exemple cet été j'avais pas mal de livres un petit peu apocalyptiques dans ma pile à lire, on sait pas pourquoi. Et pour le temps idéal, pour moi il y en a pas. J'adore lire au soleil l'été, j'adore lire sous mon plaid l'hiver quand il pleut, enfin pas de temps idéal. Y a-t-il des lectures que tu as vraiment détestées, et si oui pourquoi? Ça peut arriver, là comme ça je vais pas vous en citer, mais ça peut arriver, je vous le dis toujours dans mes vidéos j'ai lu, pourquoi j'ai pas aimé tel livre, qu'est-ce qui m'a déplu, qu'est-ce qui fait que ce livre je ne l'ai vraiment pas du tout apprécié, mais je reste toujours très ouverte au fait que vous pourriez l'aimer en le lisant, et que je ne vais pas vous dire ce livre est nul, ne le lisez pas. Par contre c'est vrai quand il y a des trucs problématiques dans le livre à mes yeux, là je vais vous dire vraiment je vous le conseille pas du tout, mais après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Pour moi tout le monde est libre de lire ce qu'il veut, ce qu'il a envie de lire, bah, on n'est personne pour vous en empêcher quoi. Comment annotes-tu tes livres? Il faudrait que je revienne à la logique des post-it, parce que c'est bien les post-it, mais actuellement je corne mes pages quand il y a une citation que j'aime bien, des fois je les surligne, désolée pour celles et ceux qui sont très maniaques des livres, mais j'aimerais bien revenir aux post-it parce que je trouve ça très joli les post-it dans le, enfin sur le, vous savez, là, genre là je trouve ça joli quand il y a des post-it. Combien de temps d'affilée peux-tu lire, et as-tu des conseils pour réussir à lire plus? Deux questions qui se regroupent aussi à mon sens, puisque je ne peux pas lire beaucoup d'affilée. Moi je suis pas capable de lire 4 heures d'affilée comme certains lecteurs et certaines lectrices, mais par contre les astuces pour lire plus je pense c'est justement de lire plus. Genre si vous ne savez pas lire beaucoup d'affilée, prévoyez-vous plusieurs moments de lecture. Par exemple tiens je vais lire 30 minutes ce matin, je vais lire 30 minutes ce midi, je vais lire 1 heure ce soir avant de dormir, et du coup c'est vraiment les meilleures astuces pour lire plus. Et moi c'est juste que je suis incapable de lire trop longtemps d'affilée, parce que déjà là vous voyez en ce moment j'ai tellement de projets à venir que je n'arrive pas à lire du tout, puisque je pense trop et j'ai trop de trucs à faire, et du coup voilà je panique. Mais après il y a des gens qui y arrivent totalement de lire 4 heures d'affilée, et j'admire, respect franchement. Moi mes pensées elles filent, après je comprends plus rien à ce que je lis. Écoutes-tu des livres audio et peux-tu nous en conseiller? Je n'en écoute pas, je n'aime pas trop ça. En fait c'est pas que je n'aime pas ça, c'est que je n'y suis pas sensible. Les podcasts tout ça, ça marche pas avec moi, je sais pas pourquoi. Faut que j'essaye plus, peut-être que ce sera l'objet d'une vidéo, mais faudrait que j'essaye davantage parce que je sais que ça peut être chouette, mais vraiment j'ai trop du mal, c'est chiant. Et que penses-tu de la lecture rapide? Honnêtement j'ai pas tellement d'avis dessus, je sais même pas trop en quoi ça consiste. J'ai compris qu'on pouvait apprendre des astuces pour lire plus vite, mais j'en ai pas spécialement envie parce que moi j'ai besoin de m'imprégner de ma lecture, et je pense que lire un livre par jour pendant 1 an c'est pas du tout quelque chose qui serait bénéfique pour moi. Je me souviendrai pas des livres que je lis, et donc c'est inutile à mes yeux, mais après vous faites ce que vous voulez. Nous passons à la partie un peu plus vidéo booktube. Donc comment trouves-tu tes inspi pour tes vidéos? Écoutez il y a plein de choses, il y a tout ce qui est tendance du moment. Par exemple avec TikTok on peut trouver plein d'idées qui sortent juste de nulle part, même des trends qui n'ont rien à voir avec la lecture, où on peut se dire ah mais par exemple une de mes prochaines vidéos ce sera c'est un 10 mai, vous savez c'est une tendance TikTok ou même une tendance tout court, en mode tu juges un mec, alors souvent c'est comme ça, genre c'est un 10 mais je sais pas comment dire, c'est un 10 mais il s'habille mal par exemple, et du coup tu peux dire finalement je le change en 8. Et j'aimerais bien faire cette trend avec les livres, parce que bon les mecs, les trucs comme ça, en plus je trouve ça un peu sexiste et tout, bof, mais avec les livres ça peut être très fun. Du coup ouais ça vient comme ça, il y a des trucs qui sont des vidéos que je fais depuis longtemps et que je remets toujours en avant, que je refais sous d'autres formes, et après c'est vraiment au quotidien, d'un coup je me dis oh j'ai telle idée, il faut que je l'écrive, il faut que je l'écrive, et voilà. Quel logiciel utilises-tu pour tes vidéos? Moi j'utilise Filmora, qui est un logiciel que j'ai payé 90 € je crois à vie, c'est relativement pas cher du tout, parce qu'il y a plein de logiciels super chouettes comme Adobe, Premiere, tout ça, mais c'est plutôt 300 400 € l'année, et ça fait cher quoi. Puis moi je suis pas fan du montage, donc du coup avoir un logiciel comme Filmora qui est très complet, il y a plein de trucs qui se font tout seul, j'adore. Est-ce que des fois tu ne dis pas tout ce que tu penses d'un livre dans tes vidéos? Ça peut arriver, mais contre toute attente, ce n'est pas parce que je m'empêche de dire les choses, c'est juste que j'oublie parce que je suis nulle. Par exemple je sais que l'année solitaire, quand je vous en ai parlé récemment, je vous ai dit plein de trucs et j'ai complètement oublié de vous dire que la partie sur solitaire j'avais pas trop aimé, et en fait j'ai oublié parce que j'étais tellement à fond dans mon avis plutôt positif que j'ai complètement oublié de vous dire ce que
j'avais pas trop aimé parce que je ne prépare pas mes vidéos et ce n'est pas bien. Par contre, est-ce que je m'empêche de dire certaines choses parce que je fais des collabs avec les maisons d'édition ou quoi? Pas du tout. J'ai toujours été hyper libre de tout ça. J'ai des exemples de livres où voilà, j'ai fait des chroniques sur Insta qui sont pas 100% positives, mais la maison d'édition n'a rien dit parce qu'elle est en mode bah ton avis c'est ton avis quoi. À quoi juges-tu si un livre te plaît ou pas? C'est hyper dur comme question, c'est hyper subjectif aussi, c'est vraiment la plume de l'auteur-autrice, l'intrigue, les personnages, s'ils sont réalistes, profonds, attachants, très incarnés, le rythme de la lecture, si ça se tient, enfin il y a plein de choses et le côté émotion en fait qui après là voilà est vraiment subjectif, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai ressenti en lisant ce livre et est-ce que ça m'a vraiment ému etc. Et ça fait que j'ai aimé ou pas un livre, mais c'est très très propre à chaque lecture. Comment réagis-tu face aux commentaires négatifs? Ça m'arrive très peu, j'ai de la chance, mais quand ça m'arrive, quand c'est débile comme commentaire, je supprime. Quand c'est des spams, quand c'est des gens qui sont juste en mode ah t'es moche ou quoi, je supprime. Quand c'est des trucs un peu plus négatifs en mode ah la lecture ado c'est nul et tout, bah là je réponds en mode ah tais-toi. Mais vraiment ça m'atteint que peu maintenant, on va dire. Il y a eu des phases où c'était hyper dur. Là c'est surtout que je suis tranquille en fait, on me laisse tranquille et ça fait du bien. Mais c'est vrai que les fois où j'ai parfois été sous le feu des projecteurs, des critiques parce que j'avais dit tel propos maladroit ou qu'on me disait que je pensais telle chose alors que c'était pas forcément vrai, bref, ça c'était très dur. Mais finalement c'était pas les commentaires négatifs le plus dur, c'est plutôt les gens, les booktubeurs, les booktubeuses, les bookstagrammeurs, les bookstagrammeuses etc. qui sur Twitter se permettent de dire des choses horribles sur nous et qui pensent que vraiment bah c'est légitime puisque on a dit quelque chose de maladroit et qu'on est vraiment horrible etc. Non en fait, c'est pas parce que on a dit quelque chose de maladroit que vous êtes libre de dire qu'on est des grosses... Voilà, non vraiment pas. Les insultes c'est nul. Est-ce que tu choisis les SP que tu reçois et comment tu as commencé à recevoir des services presse? Alors en fait les services presse je les reçois depuis toujours, ça fait 9 ans que j'ai ma chaîne YouTube, ça fait 9 ans que je reçois des services presse, donc ça date vraiment. J'ai fait plein de vidéos là-dessus si vous avez besoin. Et est-ce que je choisis les SP que je reçois? Oui et non. Quand vous voyez une vidéo arrivée livresse comme celle qui a été publiée récemment, franchement il y a la moitié des livres je les ai demandés, l'autre moitié non. Des fois je décide de vous les montrer, des fois je décide de pas vous les montrer en arrivée livresse parce que comme je les ai pas demandés, bah en fait je fais ce que je veux. Et c'est tout simplement parce qu'il y a des maisons d'édition qui ont mon adresse et qui m'envoient un peu tout ce qu'ils veulent sans me demander. Et moi après je m'en fiche un peu, il y a une période où ça me saoulait. Maintenant comme je fais des projets un peu plus des chasses aux livres, je fais des concours sur mes réseaux où c'est moi-même qui donne les livres, je fais des ventes Vinted où les sous sont reversés à une asso par exemple, bah en fait je trouve ça hyper cool finalement qu'on m'envoie plein de livres puisque bah je fais des bonnes actions, je gâte des gens, je donne à des assos, enfin bref, que du positif du coup. Mais en effet je ne choisis pas tout ce que je reçois, mais j'en choisis quand même la plupart puisque bah on m'envoie les programmes et je dis ah ce livre a l'air cool, je peux le recevoir. Est-ce que tu penses faire plus de reading vlog? C'est vrai que c'est un format que j'aime bien, mais les vlogs c'est long à monter, c'est ça qui est un peu chiant, mais c'est vrai que ce serait l'occasion que j'en fasse, donc mais oui j'en ferai plus, je trouve ça cool de faire des reading vlogs autour d'une lecture particulière, autour d'un nouveau genre ou quoi, je trouve que c'est fun, donc pourquoi pas. Tes booktubeurs, booktubeuses préférés et penses-tu faire des vidéos avec d'autres booktubeurs, booktubeuses? Alors je suis très peu de booktubeurs, booktubeuses, je suis nulle, c'est le comble. Je suis booktubeuse mais je regarde très peu de vidéos booktube, j'ai honte. Mais du coup j'adore les vidéos de Anne Literarum, j'adore les vidéos de ma copine Christiane Tran, de ma copine La Bouquinade, de ma copine Rêve ta vie en lecteur. J'adore des vidéos de mon copain Nathan même s'il en fait pas tout le temps. Enfin en fait c'est surtout mes amis maintenant et mais j'en suis plus tant que ça, mais des fois je tombe dessus, je regarde, mais je suis vraiment pas YouTube de manière générale d'ailleurs. Moi à part les vlogs de Léna Situation, vraiment D'ailleurs j'ai vu Léna Situation et elle m'a dédicacé toujours plus. Oh j'ai une photo avec elle, je devais vous partager ça. Je devais vous partager ça. S'il te plaît fais plus de vidéos manga, sinon je t'adore, merci c'est trop gentil. Mais je fais des vidéos manga, c'est juste qu'il faut que j'en lise pour en faire. Et comme vous le savez mes journées ne font que 24 heures et du coup je n'ai pas le temps de tout le temps lire. Mais j'en ferai, promis. Comment se motiver au début quand on n'a pas beaucoup d'abonnés? Et bien c'est difficile, je ne vous le cache pas, c'est très difficile. Mais en fait c'est juste persévérer. Je pense que c'est beaucoup plus dur pour vous parce qu'à notre époque les influenceurs ça marche de ouf, il y en a qui gagnent des milliers, des millions d'euros et tout. Du coup on a ce côté idéaliste où on se dit ah je peux y arriver, j'ai envie de le faire et tout. Mais en même temps on a des objectifs un peu inatteignables. Genre si on se lance sur Booktube et qu'on se dit j'ai envie d'avoir un million d'abonnés, oubliez genre mais du coup je pense que moi c'était plus facile à mon époque puisqu'on avait peu d'abonnés et même les gros youtubeurs comme Squeezie ils avaient peut-être même pas encore 1 million d'abonnés à l'époque. Donc vous voyez genre pour doser c'était plus facile puisque nos objectifs étaient un peu plus atteignables
Et je pense que voilà, votre génération maintenant là qui se lance sur les réseaux, c'est plus dur parce qu'on veut tout le temps plus de vues, tout le temps plus d'abonnés, voire tout le temps plus d'argent et c'est pas forcément positif. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment faire ce que vous aimez, partager le plus sincèrement possible, mais en même temps il faut trouver des idées de vidéos un peu qui marchent, des trucs qui attirent l'œil parce que c'est comme ça que YouTube peut vous mettre en avant et tout. Donc c'est un peu un équilibre à trouver, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Petite partie Bookstagram avec première question, quand est-ce qu'Alaska se lance sur Bookstagram? D'ailleurs elle dort à côté de moi depuis le début. Oh non, j'allais la réveiller pour vous la montrer mais elle est trop mime, je peux pas. Bref, pas de compte Bookstagram pour Alaska puisque c'est déjà la star du souffle des mots. Non en vrai il y a un vrai truc, c'est que j'ai pas envie de faire un compte Instagram Alaska. Déjà je partage pas mal de trucs d'Alaska sur mon compte et je trouve que Alaska c'est un peu comme mon enfant, donc je veux pas trop l'exhibitionner, même si je l'exhibitionne beaucoup déjà. Donc voilà, je veux garder ça pour moi, donc je vais pas faire de compte Insta sur la vie d'Alaska hors livre. Moi je garde Alaska la lectrice. Quel logiciel utilises-tu pour les retouches sur tes photos Insta? J'ai acheté Vesco, VSCO. En fait j'ai pas fait exprès, j'avais pris la version d'essai, après ça m'a abonné pendant un an. Mais en fait c'est très cool pour les retouches photos donc c'est très bien. Mais avant j'utilisais que les retouches d'Instagram. Mais bon, c'est vrai que les trucs spéciaux c'est mieux quand même. Est-ce que tu comptes refaire des pyja live sur Instagram? Oui, les pyja live ce sont des lives que je fais sur Instagram, que je vais essayer de faire une fois par mois, voire 2 fois par mois. C'est en fin de journée, en semaine, parce que moi le week-end je ne travaille pas. Et on papote de mes projets et tout, je suis en pyjama, c'est le truc du pyja live. Et Eva m'a fait une intro adorable au pyja live, donc c'est trop bien. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre là-bas, comme ça vous saurez quand sont les prochains pyja live. Et la spécificité de ces lives c'est qu'ils ne sont pas retransmis, je les supprime après le live, parce que comme je dis des trucs un peu secrets des fois, ça reste entre eux. À quand ta vidéo pour se lancer sur Insta? Bah justement il faut que je vous fasse une petite vidéo, se lancer sur Booktube, sur Bookstagram et sur BookTok. Donc je vais vous faire ça très bientôt parce que je pense que vous êtes beaucoup à avoir envie de vous lancer, mais parfois vous êtes un petit peu perdu face à toutes les informations et j'aimerais faire une vidéo un peu construite sur ça. Ça va être long à faire. Nous passons à mon métier. Alors, est-ce que ça te plaît toujours autant et est-ce que c'est aussi adapté à toi que ça l'était il y a un an? Oui, ça me plaît toujours autant si ce n'est plus. C'est toujours adapté à moi, mais j'ai dû améliorer certaines choses, changer certaines choses, je vais vous en parler après. Mais en tout cas je suis toujours hyper contente d'être influenceuse littéraire à plein temps. C'est le métier de mes rêves, c'est le quotidien de mes rêves et pour rien au monde je changerais ça, en tout cas pour l'instant. Comment fais-tu pour gérer entre le privé et les réseaux? Alors c'est très intéressant, en fait vous le savez déjà mais moi je ne suis pas du tout du genre à partager trop ma vie privée. C'est à dire que même si je fais des vlogs, même s'il y a plein de choses que vous savez de moi, il y a aussi beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a aussi beaucoup de choses que je peux carrément vous cacher, encore une fois on va en reparler après. Pour moi c'est primordial que vous ne suiviez que mon quotidien livresque et non mon quotidien Audrey. Et du coup ma vie privée je la garde privée. Quand je fais des soirées avec des amis je vous le partage pas, quand je vais manger chez des copains, quand je vais boire des verres avec des amis, je vous partage pas tout ça en fait, parce que pour moi c'est vraiment de l'ordre du privé. Ça tend à encore plus se séparer parce que cette année j'ai décidé de faire moins de story le week-end par exemple, donc d'être d'autant plus dédiée à moi-même le week-end et à ma vie privée et du coup ça aide en fait tout ça, de mettre une vraie distinction. J'y arrive plutôt bien mais parce que je l'ai toujours fait en fait et pour moi c'est primordial parce que ma vie privée ça ne concerne que moi. Est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi quand tu en as besoin en dehors des vacances? Oui, déjà pendant les vacances cette année, première année où je déconnecte complètement des réseaux pendant 2 semaines de vacances, j'ai rien fait sur Insta, sur YouTube c'était programmé mais j'ai rien fait, j'ai pas travaillé des vacances entières, j'ai pas pris des photos, je me suis pas dit faut que je fasse telle story, faut que je fasse telle photo Insta et tout, rien du tout. C'était hyper libérateur parce que même je me suis rendu compte que du coup j'avais même pas envie de faire une jolie photo pour Insta pour quand je reviendrai de vacances. J'étais juste en mode rien, je ne veux rien faire et c'était trop bien. Pendant les vacances oui j'arrive à prendre du temps pour moi, en dehors des vacances aussi. Il peut y avoir des journées, alors déjà par exemple je fais des siestes, truc de fou, mais du coup des fois je suis juste fatiguée, je fais des siestes et je me dis je m'en fiche, c'est moi qui fais mon planning donc si j'ai envie de faire une demi-heure de sieste j'ai le droit. Alors oui quand on a un travail conventionnel on ne peut pas, mais c'est bête, on devrait pouvoir parce que je pense qu'on serait beaucoup plus efficace. Et après voilà le week-end je prends soin de moi, la semaine aussi, vraiment j'arrive totalement à dissocier tout et ça y a pas de problème, vraiment en tout cas à mes yeux y a pas de problème et je tends à le faire toujours de plus en plus, donc c'est positif. Comment tu organises tes partenariats, tes vidéos, le perso? Alors là 100% les vidéos que j'ai fait l'année dernière sur une semaine dans ma vie, mon quotidien de booktubeuse etc, donc allez voir ces vidéos parce que je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, sinon déjà que cette vidéo va durer je pense largement 30 minutes, même plus je pense. Mieux vaut que j'en parle pas plus et que vous allez voir les vidéos qui concernent tout ça. Quelle est la chose dont tu es la plus fière depuis tes 2 années de travail sur YouTube? Mon trophée des 100 000.
trop fière. La campagne à laquelle j'ai participé pour les droits des femmes le 8 mars pour YouTube, ça j'en suis hyper fière parce que avec 5 autres créatrices de contenu, on a été mises en avant pour le 8 mars par YouTube. Genre j'ai rencontré les chefs de YouTube, j'étais dans un Uber avec eux, je comprenais pas grand chose et je n'osais pas parler parce que je suis nulle en anglais, mais vraiment c'était incroyablement stylé. Mes chasses aux livres et aussi le projet que je vais vous révéler bientôt, ça j'en suis méga fière. Est-ce que tu arrives à trouver le temps de faire tout ce que tu veux ou alors tu as des projets que tu es obligé de reporter, mettre de côté malgré tout? Évidemment je mets beaucoup de choses de côté. En fait j'ai plein d'idées de vidéos mais qui nécessitent beaucoup trop de temps, de matériel et comme mes journées ne sont pas extensibles, du coup je remets beaucoup de choses à plus tard. Et oui vraiment tout le temps, enfin c'est mon quotidien de remettre des choses à plus tard, mais j'essaye de les noter toujours quelque part et parfois voilà de m'y remettre. Et comme ma vidéo j'achète un livre par librairie, la première c'était en 2020, j'ai fait la deuxième version en 2022 et j'aimerais bien fin 2022 vous refaire une version pour voilà être dans la continuité de ce projet que je trouve trop bien, mais je peux pas le faire tout le temps puisque je dois acheter des livres à chaque fois, que ma pile à lire est immense. Est-ce que parfois c'est difficile de travailler de chez soi et de se motiver dans un lieu qui est aussi celui de ta vie perso? Oui, c'est très difficile. La sieste peut m'appeler, Alaska peut me saouler, non ça va elle est mini quand même. Mais c'est très difficile et surtout la solitude peut être très difficile, j'en ai fait les frais cette année je pense. Et du coup à la rentrée là j'ai décidé de plus souvent travailler dehors. J'ai pas mal de copines qui sont freelance, même Christiane où on est carrément collègues, booktubeuse, où on essaye de travailler au moins une fois par semaine ensemble, voire 2 fois par semaine, une fois chez moi, une fois à Paris. J'ai d'autres copines là qui vont se lancer en freelance donc on va travailler ensemble. J'essaye d'aller travailler à la Felicita ou dans d'autres endroits à Paris et vraiment c'est hyper cool de travailler ailleurs que chez soi aussi. Mais en même temps c'est un confort que j'adore aussi donc ça dépend, j'adore. En fait le fait de travailler en dehors de chez moi là maintenant des fois ça me permet d'autant plus apprécier les jours où je travaille chez moi. Donc comme quoi c'est un équilibre à trouver. Encore une fois, je pense que dans l'auto-entrepreneuriat, tout est une question d'équilibre. Est-ce que tu te sens libre de refuser plus de missions qu'avant? Oui, je me suis toujours sentie libre de refuser des missions, sachez-le, parce que pour moi, quand ça ne me tente pas, je dis non. Donc déjà, c'est très important, mais ça c'est pour conserver mon honnêteté, ma sincérité envers vous, ça me semble primordial. Mais évidemment, maintenant que j'ai un bon salaire, etc., je me sens d'autant plus libre de dire non, même quand ça me tente. Parfois parce que je sais que j'aurai pas le temps, parfois parce que j'ai envie de faire un mois un petit peu plus soft. Donc voilà, c'est des choses que je me permets de faire, d'autant plus maintenant que mon activité marche encore mieux. Arrives-tu à avoir un salaire stable ou est-ce que tu dois faire en fonction chaque mois? Je dois évidemment faire en fonction chaque mois, dans le sens où il y a des mois où les gens me payent beaucoup moins, des mois où... Enfin, pas on me paye beaucoup moins, mais oui, il y a des mois où j'ai des plus petits contrats que d'autres, des mois où les gens me payent en retard donc je reçois tout le mois d'après. Donc évidemment, faut toujours faire avec. Mais comme j'ai quand même un bon, voire très bon salaire, je mets beaucoup de côté et du coup je n'hésite pas à piocher toujours dans mes sous de côté quand il y a besoin. Donc vraiment je ne suis pas à plaindre sur ce point de vue là. Et d'ailleurs on me demande combien gagnes-tu par mois environ. Évidemment c'est la question qu'on me pose. On me dit est-ce que tu gagnes plus que l'année dernière. Donc mon salaire l'année dernière je vous avais dit que je gagnais entre 2000 et 3000 euros par mois net. Et je pense que cette année je gagne plutôt entre 3000 et 4000 euros par mois net, je pense. Donc je gagne plus du coup. Mais il y a eu des creux aussi, donc je vais vous parler, j'y arrive. Ça augmente positivement, c'est normal aussi puisque plus on a d'abonnés, plus on augmente nos tarifs. Donc plus les partenariats sont plus élevés. Et moi aussi j'ai appris à augmenter mes tarifs selon le temps que je passais à certaines choses, la visibilité que je donnais à certains livres et du coup à adapter tout ça. Et après je travaille toujours autant par contre. Si tu pouvais évaluer le salaire que mérite ton travail, devrais-tu gagner plus? Cette question est très drôle je trouve parce que ça peut se poser dans tous les domaines et évidemment dans le monde il y a beaucoup de métiers qui méritent beaucoup plus d'argent. Moi je pense pas que je devrais mériter plus, non je pense pas. Enfin, je pense que j'ai un très bon salaire et j'en suis très contente et je travaille beaucoup pour l'avoir ce salaire donc tout se tient, tout se vaut. Est-ce que tu as été payé pendant ton absence ou ça a été compliqué? Cette question je vais la lier à une autre question qui est pourquoi tu n'as pas parlé de ta dépression? Est-ce que c'est un sujet tabou ou pour d'autres raisons perso? Parce que je vous en ai parlé sur YouTube mais je vous en parle pas en mode grosse annonce dépression parce que je n'aime pas du tout les gens qui font ça. Je ne veux pas jouer sur ce que j'ai vécu cette année pour avoir des vues, enfin vraiment non. Mais après chacun fait ce qu'il veut, hein. Vraiment chacun son avis sur la question. Moi en tout cas c'est mon avis. Donc je ne vous en ai pas parlé en mode wouhou j'ai une dépression, je suis en dépression, j'ai fait une dépression parce que en fait alors en fait c'est très intéressant la question est-ce que c'est tabou? Déjà non c'est pas tabou mais la question surtout c'est est-ce que ça vous regarde? Et en fait l'autre question c'est quand on est en dépression, en tout cas pour ma part, quand j'ai vécu ma dépression j'avais juste aucune envie de vous en parler parce que déjà j'étais dans un état pitoyable et j'avais envie d'en parler à personne. Enfin vraiment c'était horrible, vraiment je souhaite de tout cœur si vous n'avez jamais vécu ça de ne jamais le vivre et j'espère ne jamais le revivre et j'espère que voilà vous ne le vivrez jamais parce que
Enfin, j'ai jamais été dans cet état. J'ai pas envie de vous en parler trop parce que ça, enfin, c'est quelque chose que voilà qui me touche encore beaucoup. Je prends encore mes antidépresseurs, même si je pense que je vais bientôt pouvoir les arrêter petit à petit. Mais vraiment, ça a été extrêmement difficile pour moi. J'ai sombré peu à peu dans la dépression sans trop m'en rendre compte jusqu'au moment un peu où c'était juste horrible, c'était le point de non-retour en mode là si je fais pas quelque chose je sais pas en fait, il y a même pas de je vais, non je sais pas, mais j'étais dans un état horrible, vraiment c'était horrible. Et en l'occurrence en effet ça a été un peu compliqué parce que j'ai annulé presque toutes mes collaborations ou je les ai reportées pour quand j'irais mieux, mais c'était énormément de stress parce que je savais pas quand j'irais mieux et c'était hyper difficile comme période. Et vraiment là de travailler pour soi, c'est dur, mais il faut savoir que c'est aussi travailler pour soi qui a pu potentiellement me mener à ma dépression parce que c'est aussi la solitude de travailler seule, enfin c'est plein de choses personnelles qui ne vous regardent pas, qui ne regardent personne d'ailleurs, mais c'est un tout. Bah en fait j'en ai pas parlé juste parce que ça vous regardait pas sur le moment, j'aurais pu ne jamais vous en parler, mais c'est intéressant comme question parce que je ne vous dois rien et en même temps c'est normal que vous demandiez puisque je vous raconte plein de choses et donc ça vous intéresse, mais du coup voilà, enfin j'en ai juste pas parlé parce que c'était pas le moment pour en parler, je savais même pas si je vous en parlerais et je m'étais dit si je vous en parle ce sera quelque part au milieu d'une vidéo. J'ai pas envie d'en faire tout un foin, j'ai pas envie de faire plein de posts sur ma dépression, ce que j'ai vécu et tout, parce que c'est très personnel une dépression, chacun le vit différemment, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Je pense que ça peut vous faire du bien vous si vous vivez ça, de vous dire ah Audrey elle a fait une dépression alors que vraiment on penserait pas, et je pense que ça c'est intéressant parce que ça peut être très dur quand on fait une dépression de se dire mais comment moi je peux faire une dépression alors que je suis l'inverse d'un état dépressif, et en fait non, enfin, moi j'ai vraiment sombré dans le pur état dépressif mais du coup je ne me reconnaissais plus, c'était horrible, enfin vraiment mais voilà, j'en parlerai pas plus, mais voilà pour les petites questions liées à ça. Du coup j'ai encore le chômage, bon là c'est le dernier mois où je vais toucher le chômage en septembre, mais comme j'ai eu le droit au chômage pendant 2 ans, heureusement j'avais le chômage qui faisait que ça aidait, et comme je vous l'ai déjà dit, comme j'ai toujours un bon salaire, du coup bah je veux dire si je gagne 4 000 € ou 6 000 € sur un mois, c'est pas grave si le mois d'après je gagne 0 en fait, puisque c'est pas grave, 6 000 divisé par 2 ça fait quand même 3 000 par mois, c'est déjà énorme. J'ai vraiment eu aucun souci vis-à-vis de ça, mais en effet ça peut se poser, ça peut être très compliqué si vous faites une dépression et que vous êtes indépendant et que vous n'avez pas de revenus florissants et que du coup bah ouais c'est compliqué. Surtout que l'arrêt maladie, moi j'y avais pas vraiment le droit, enfin j'ai cherché mais j'ai pas trop trouvé, donc j'ai pas fait d'arrêt maladie. Est-ce que les pannes de lecture sont difficiles quand lire devient ton métier? Évidemment. Du coup j'ai fait 2 pannes de lecture cette année, enfin l'année dernière. L'année dernière c'était je pense un état latent au futur état dépressif, et cette année bah en pleine dépression je n'ai évidemment rien lu du tout. En fait j'étais incapable de faire quoi que ce soit, même quoi que ce soit. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus, je ne lisais plus, je ne prenais plus de plaisir à rien. Mais du coup évidemment je ne lisais rien et c'est très dur puisque du coup on n'a plus rien à proposer puisqu'on ne lit plus, donc plus de contenu, plus de photos Insta, plus de story, plus de vidéos YouTube, enfin plus rien en fait. Donc oui c'est très dur les pannes de lecture et il faut espérer ne pas en avoir ou essayer d'en sortir avec des petites astuces comme dans mes vidéos spéciales pannes de lecture. Comment as-tu décidé de faire ce métier? Qu'est-ce qui t'a aidé? Le financement? Là, regardez ma vidéo de l'année dernière parce que j'explique tout. Et vraiment, il y a toutes les réponses. Comme ça, cette vidéo ne durera pas non plus 2 heures. Est-ce que le métier que tu faisais avant te manque? Le fait de l'avoir une routine et tout? Pas du tout. Vraiment être libre de mes faits et gestes, de mon emploi du temps, de mes contrats, de mon salaire, de mes siestes. Vraiment, j'adore. Trouves-tu que ton métier n'est pas assez reconnu, considéré? Ça va. Vraiment, il y a 2 ans quand j'ai commencé, c'était encore un petit peu délicat. Mais maintenant, les maisons d'édition, elles savent. Il y en a encore quelques-unes qui veulent pas payer, qui veulent pas, mais tant pis, enfin j'ai envie de dire tant pis pour eux, vraiment il n'y a pas de souci. Moi je vaque à d'autres partenariats. Tu n'as jamais eu de moments de découragement, d'envie d'abandon? Non, j'ai jamais eu envie d'abandonner, vraiment, à part en pleine dépression où je n'étais plus du tout rationnelle et là voilà, mais sinon jamais envie d'abandonner, jamais envie, vraiment jamais de découragement, jamais. J'ai la chance d'avoir toujours des trucs qui me portent plus haut et plus loin et ça c'est trop bien. Est-ce que tu as le temps de lire plus? Pas du tout, étonnamment pas du tout, parce que comme je gère mes journées, c'est d'autant plus dur de trouver des moments off où juste je lis. Du coup je ne lis presque pas la journée et il faut que je change ça et que le matin que je lise 30 minutes et essayer de trouver par exemple à 14 h lire 30 minutes et m'imposer ça parce que vraiment ça va pas du tout de pas lire du tout. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes interventions dans les écoles et les collèges? C'est vrai qu'il faut, en fait j'ai déjà fait des vlogs sur ça, mais du coup j'interviens beaucoup dans les écoles, collèges, lycées, bibliothèques avec des ateliers booktube, des rencontres questions-réponses. Le but c'est de sensibiliser les jeunes à la lecture, aux réseaux sociaux littéraires et parfois de leur apprendre à parler d'un livre, à argumenter autour, donc ça peut prendre plein de dimensions différentes, mais toujours le but c'est partager l'amour de la lecture aux plus jeunes, et ça
c'est mon objectif principal grâce à ma chaîne, donc le faire de manière physique dans des collèges, lycées, c'est trop bien. Comment cela se passe lorsque tu n'aimes pas un livre et que c'est un partenariat rémunéré? Bah tout simplement j'annule le partenariat parce que toutes les maisons d'édition avec lesquelles je travaille savent que lorsque on commence à gérer un devis et tout, il y a la possibilité que tout soit annulé parce que je n'aime pas le livre, parce que c'est hors de question que je fasse tout un truc de fou si je n'aime pas du tout le livre. Après quand j'ai un avis mitigé ou qu'il y a des trucs que j'ai aimé, des trucs que j'ai pas aimé, les maisons d'édition elles me laissent relativement libre de dire ce que j'en pense, donc vraiment pas de soucis sur ça. Ça peut arriver d'annuler une collab. En fait je crois que ça m'est jamais arrivé pour l'instant, mais je m'en sens complètement libre et les maisons d'édition le savent. Qu'est-ce qui te stresse le plus dans ton métier? Je pense que c'est le planning, vraiment toutes les choses à faire tout le temps. C'est vraiment le plus dur, gérer son planning, faire les trucs en temps et en heure, c'est pas forcément facile parce que là c'est la rentrée littéraire et là j'ai plein de collaborations alors que juillet août, zéro collaboration presque, vous voyez. Et c'est vraiment dur parce que quand il y a la rentrée, bah voilà c'est là qu'il y a les collabs, c'est là qu'il y a le salaire qui va arriver et tout, et il faut gérer, et ça fait peur. Mais vraiment je suis très contente et très fière de moi parce que je sais que je suis très professionnelle et que les maisons d'édition avec lesquelles je travaille me le disent toujours à la fin des partenariats. On me dit toujours que j'étais très pro, très sérieuse, très rigoureuse, j'ai donné beaucoup de détails sur tous les bilans, j'ai toujours été dans les temps, et donc toutes les maisons d'édition, les entreprises avec lesquelles je bosse me disent on retravaillera avec toi avec plaisir, et ça c'est ma plus grande fierté et c'est mon plus gros objectif à chaque collab, c'est de me dire que les gens avec qui je travaille auront envie de retravailler avec moi, parce que pour moi ça c'est the réussite. Et en l'occurrence bah depuis 2 ans je retravaille toujours avec les mêmes personnes et des nouvelles personnes qui continuent à retravailler avec moi, et c'est trop bien, c'est trop motivant. Est-ce que les confinements et les arrêts pour raisons perso t'ont permis d'ouvrir ta créativité en plus grand? Pas spécialement. En vrai, enfin si, le confinement ça permettait d'avoir des idées un peu plus loufoques sur des vidéos plus fun, mais pas spécialement parce que parfois c'est aussi quand je bosse à fond que j'ai encore plus d'idées. Donc comme quoi, ça veut pas forcément tout dire. Mais alors par contre quand j'étais arrêtée cette année en arrêt maladie, là il y avait rien qui fonctionnait, là il y avait pas d'idée, là il y avait rien. Être plongée H24 dans les livres, est-ce que tu n'as jamais eu envie d'écrire? Mais si, vous le savez que j'aimerais écrire un livre, c'est juste que je n'ai pas le temps et que je trouve que j'écris mal parce que j'ai perdu l'habitude d'écrire. Mais il faudrait que je me remette à avoir une routine d'écriture. Mais c'est pas simple, c'est peut-être pas le moment, et je me dis le jour où ce sera le moment, peut-être que ça sera évident. Quels sont tes objectifs pour l'année à venir? Que mon projet secret que je vais vous révéler bientôt fonctionne. Objectif trop bien. Après j'ai pas tellement d'autres objectifs à part continuer à avoir beaucoup de créativité, à faire les vidéos qui me ressemblent, sortir des nouvelles idées de vidéos et juste continuer comme ça. Vraiment c'est continuer à partager ma passion des livres et à en vivre. Meilleur objectif. Quel serait ton rêve ultime? Une rencontre, un projet, un truc qui te rendrait... Eh bien écoutez, là je vous tourne cette vidéo, hier j'ai vécu mes 2 rêves ultimes, rencontrer Léna Situation, mon modèle, et recevoir mon trophée 100 000. Donc vraiment j'ai plus d'objectifs de vie. J'ai plus de gros objectifs. C'est drôle, mais à part un jour écrire un livre, vraiment mon rêve, mais pour ça il faut que je m'y mette, et pour l'instant c'est pas le cas, c'est pas le moment, mais j'ai hâte d'arriver au moment où j'aurai une histoire à raconter, les mots pour le dire et la maison d'édition pour le sortir, ce livre. Donc voilà, on va dire que c'est mon rêve ultime. Mais là il y a plus trop de rêve ultime parce que le 1 million d'abonnés j'y crois pas, et je pense que je suis totalement légitime à ne pas y croire parce que 100 000 abonnés de livres déjà c'est énormissime, j'ai mis 9 ans à l'atteindre, donc 1 million il m'en faudrait 90 ans, ne laissez tomber. Est-ce que tu as déjà envisagé d'ouvrir une librairie? Ah si, ça c'est mon autre objectif de vie, ouvrir une librairie. Et j'ai plein d'idées, genre librairie, salon de thé, plein d'animations et tout, mais vraiment j'ai plein d'idées. Mais peut-être qu'avant ce serait ouvrir un pop-up store librairie, vous voyez, genre ça serait une idée trop bien. C'est mes amis qui m'ont soufflé l'idée et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Et enfin, nous arrivons à la partie perso. Cette foire aux questions va trouver une fin, ça y est. Évidemment, il y a plein de questions sur le sujet de mon année, le mariage. Donc c'est pour quand le mariage? Es-tu stressée pour ton mariage? Ça fait combien de temps avec ton amoureux? Et avec tous tes projets pro à venir, organiser ton mariage en même temps n'est pas trop compliqué. Donc ça fait combien de temps avec mon amoureux? Ça va faire, pour notre mariage ça fera 10 ans. Donc en 2023 ça fera 10 ans qu'on est ensemble avec Alex et que je l'aime et qu'il m'aime, j'espère. Et voilà, en vrai j'ai envie de pleurer en vous le disant, mais vraiment le mariage ça va m'émouvoir, oui. Enfin vraiment je suis trop émue de me marier avec mon amoureux, avec l'amour de ma vie, donc je suis trop contente. Donc bien évidemment que je suis stressée parce qu'il y a beaucoup de choses à organiser, mais je suis hyper contente. On se marie en été 2023, donc l'été 2023 je ne serai pas trop sur les réseaux je pense, même le mois de juin non plus.
Du coup il y a plein de choses excitantes avec tout ça, essayer les robes, là on a rendez-vous pour les alliances, j'ai des rendez-vous pour les robes, d'ailleurs vous me faites penser qu'il faut que j'appelle une des boutiques, merci. Le traiteur, le lieu, on a trouvé déjà plein de choses. En effet avec tous mes projets pro c'est stressant, ça c'est sûr, parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à penser tout le temps et le mariage n'arrange rien et beaucoup de choses à faire aussi pour un mariage, parce que nous on va pas prendre de wedding planner ou planeuse ou quoi parce que c'est très cher et on a trop envie de tout faire nous-mêmes, mais du coup c'est très compliqué. Mais après voilà, il y a déjà plein de choses qui sont trouvées, le lieu, le traiteur, la photographe, ça fait plein de choses à penser. Mais bon, c'est vraiment que du bonheur, donc voilà, je suis trop contente et ça va, je gère. Comment vas-tu? Et bien du coup je vais très bien, je vais super bien, cette rentrée, j'espère que ça va continuer, cette rentrée se passe très bien, j'ai beaucoup moins d'anxiété là avec la rentrée, alors peut-être que c'est parce que j'ai 20 millions de trucs à penser et que du coup je ne m'arrête pas, donc il faut que je pense à condenser, calmer le truc, mais ne vous inquiétez pas, le week-end je me repose, la nuit je dors beaucoup, moi je dors toujours beaucoup, donc là ne vous inquiétez pas sur ça. S'il y a bien une chose que je privilégierais toujours... S'il y a bien une chose que je privilégierais toujours au travail, c'est le sommeil et la nourriture. Donc, dormir et manger, c'est important pour moi. Ne vous inquiétez pas, je le fais très bien. As-tu envie d'avoir des enfants? Pas forcément tout de suite, bien sûr. Oui, j'ai complètement envie d'avoir des enfants, surtout maintenant que j'ai un neveu. Je suis complètement gaga de mon neveu. M'occuper de mon neveu me donne envie d'avoir un bébé immédiatement, instantanément. Heureusement, dès que je ne vois plus mon neveu, je me calme. Mais pas tout de suite. J'ai envie de profiter encore de ma jeunesse, de mon mariage, de faire des voyages avec mon amoureux, de notre relation de couple à deux, avant de visualiser une vie à trois, parce que je me sens encore tellement jeune. Est-ce qu'on reprendrait un animal de compagnie? Ce n'est pas prévu parce que Alaska est très possessive, très exclusive, très chiante avec les autres chats, et même si dès qu'elle s'habitue ça passe, on n'est pas trop prêt à avoir un deuxième chat aussi. Je pense qu'on est, enfin avec Alaska on est tellement bien que voilà. Mais c'est vrai que je me dis, une fois qu'on aura un enfant et tout, et que Alaska elle devra apprendre à vivre avec un autre personnage dans notre famille, et ben peut-être qu'on aura un autre chat, un chien, qui sait, j'en sais rien. Mais pour l'instant un chat c'est suffisant. Puis bon, Alaska elle est tellement parfaite avec nous que je l'aime trop. Est-ce que tu vas déménager pour avoir ta pièce cabane dans 2 pièces, une chambre d'amis et une bibli, et comptes-tu rester vivre en région parisienne? Y a-t-il plus d'opportunités pour ton métier? Deux questions qui se regroupent. En fait, comme cet appartement appartient à mes parents et que donc je leur paye un loyer mais qui est intéressant pour Alex et moi, et que on a pu tout refaire à notre goût, du coup mon père a fait des travaux et tout, j'adore cet appartement, vraiment je suis amoureuse de notre appartement, donc j'ai pas du tout envie de déménager pour l'instant. Moi je suis très matérialiste, donc vraiment le jour où je vais déménager cet appart, je vais être très triste, même si c'est pour mieux, je vais être très triste. Et je pense qu'on va rester dans cet appart jusqu'à pouvoir acheter une maison, je pense. Donc du coup, c'est pas prévu tout de suite. Et puis chambre d'amis, bibliothèque, c'est pas grave. Bon, même si là il y a ma soeur qui va squatter en septembre et que du coup elle va me prendre ma bibliothèque, ça va être chiant un peu. Mais sinon, pour l'instant c'est vraiment pas un problème de devoir mixer chambre d'amis, bibliothèque, et puis voilà, je pense qu'on déménagera quand on aura un enfant ou je sais pas, mais pas tout de suite. D'abord le mariage, et un mariage ça coûte cher, donc acheter une maison tout de suite, non. Mais du coup oui, je pense qu'on restera en région parisienne parce qu'on aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui habitent ici, c'est tellement accessible, donc pour l'instant je veux vraiment rester en région parisienne. Après dans 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, mais là vis-à-vis de mon métier, du métier d'Alex, Alex là il rentre à l'école des notaires, donc du coup il a 3 ans déjà d'école à Paris, et en plus il travaille chez un notaire en CDI, donc il n'y a pas de raison qu'il parte pour l'instant, c'est pas loin de chez nous, enfin vraiment il n'y a pas de raison qu'il parte, donc pas de raison que je parte non plus. Tu as fait quoi comme études et jusqu'à quel âge? Il y a toute une playlist sur mes études, donc encore une fois je ne vais pas me répéter, allez voir les vidéos dédiées à ça. Du coup j'ai fait mes études de mes 18 à mes 23 ans en gros, et ça fait 2 ans que j'ai fini mes études et que j'ai mon bac +5. Mais du coup je vous laisse aller voir tout ça si vous voulez plus de réponses. Que voulais-tu faire comme métier avant d'être influenceuse? Ça change pas trop, je voulais être dans la com, l'événementiel pour les maisons d'édition, donc en vrai c'est très proche du métier que je fais actuellement, très proche. Est-ce que ça t'arrive beaucoup d'être arrêtée dans la rue? Est-ce que tu acceptes de faire des photos? Évidemment que j'accepte de faire des photos, de vous parler, enfin c'est avec plaisir. Ça m'arrive souvent, ça m'arrive aussi souvent qu'on m'envoie des messages en me disant coucou je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te voir, et ça c'est un peu terrifiant des fois, pas qu'on m'envoie des messages ou qu'on me reconnaisse hein, mais de manière générale c'est terrifiant parce qu'on se dit ah là là, le jour où je suis trop pas dans mon assiette, que je m'habille trop mal, que je me suis pas lavée, que je suis vraiment un caca, de me dire que je peux croiser des abonnés dans la rue, c'est terrifiant vraiment. Mais bon après en général ça me fait toujours hyper plaisir, ça me touche beaucoup, parfois ça remet du soleil dans ma journée. Dédicace à l'abonné
qui était venu me voir au ski cette année, alors que avec Alex on avait eu plein de galères à cette journée au ski. On a vraiment failli avoir un accident de voiture, il y avait de la glace partout, notre truc de pneu, notre chaussette de pneu s'était cassée, donc du coup on pouvait plus rouler sur la neige, enfin horrible. Et cette abonnée elle était adorable et elle est venue me parler et vraiment elle a refait notre journée avec Alex. On était en mode c'est bon, la journée peut commencer, donc vraiment comme quoi, vous voyez, c'est bête mais quand vous venez me voir, vraiment vous pouvez redonner un sourire à ma journée. Et ça, c'est trop bien, amener du soleil dans parfois des journées grises. Et enfin, 2 questions plus larges. Quelle est ta chanson préférée, ton film et ta série préférée? Ma chanson préférée, c'est hyper dur, mais mes chansons préférées, il y en a 2 vraiment incroyables. C'est Kiss et Pose de Edith de Pretto et Isolde, qui sont des chansons qui me procurent des émotions incroyables. Mais après, j'ai plein de chansons préférées parce que j'adore, enfin il y a plein de musiques que j'adore. C'est Alex, mon principal influenceur musique, puisqu'il écoute des musiques trop bien, il me les fait découvrir et après je dis ça j'aime pas, ça j'aime, ça j'aime pas. Donc voilà, influenceur chanson, Alex, mon amoureux, mon fiancé même, mon futur mari. Je prends 10 ans en disant ça. Et pour ma série et mon film préféré c'est La La Land. Et ma série préférée c'est hyper dur. J'adore plein de séries. Atypical, Stranger Things, Black Mirror, Sex Education. Enfin vraiment j'adore plein de séries. Donc c'est trop dur. Mais le film je sais. Et voilà pour cette FAQ qui se termine. Miss Alaska a fait dodo toute la FAQ à côté de moi. Si ça c'est pas trop mignon. Je la réveille parce que je vais devoir partir aller travailler chez une amie. Et du coup chez la fameuse Mathilde dont je vous ai parlé il y a environ 10 ans quand j'ai commencé à tourner cette vidéo. Et du coup je vais lui faire des bisous avant de partir. Si tu me fais des bisous sur le nez, oh là là. Bref, avec Alaska on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous reste des petites questions n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour le temps, elle dure très longtemps je pense, mais c'était nécessaire pour répondre à tout.